Santé. En France, partager un verre de vin avec ses amis, c'est pratiquer un art de vivre ancestral. Chacun des 3500 vins du terroir possède sa personnalité, sa couleur, son arôme. On y retrouve le parfum subtil de la rose, de la pomme, du cassis, de la banane, de la prune et bien d'autres saveurs qui font du vin un patrimoine autant qu'un produit de consommation. Comme la charcuterie, le pain et le fromage. En France, on cultive la vigne depuis 2000 ans. Mais le réchauffement climatique pourrait détruire beaucoup de ces saveurs du terroir. Les vignerons, qui les ont patiemment élaborées au cours des siècles, s'en inquiètent. Les scientifiques aussi. Le changement climatique est en train de nous mettre à la communauté scientifique face à nombreux défis. Ce qui change avec ce qu'on appelle maintenant le changement climatique, c'est le rythme, l'intensité du changement. Il faut qu'on s'adapte à ces variabilités de temps. Pour certaines régions, diminution des précipitations et pour d'autres, augmentation. Mais il faut également prendre en compte les extrêmes climatiques. Oui, ça va faire des bouteilles qui vont finir par être très chères. Le réchauffement global de la température ne se traduit pas de façon uniforme. Du pourtour méditerranéen chaud et sec aux régions froides et humides du nord, la France possède sur son territoire une multitude de climats. Elle est un vrai laboratoire des problèmes posés par les variations climatiques. Dans le sud, la sécheresse devrait s'aggraver. Le goût des vins du Sud pourrait être altéré. Les vignerons n'ont pas perdu de temps pour réagir. Au pied des Pyrénées, Michael Georget relève le défi du climat. Il a choisi d'exploiter ses vignes en mode biodynamique. C'est-à-dire qu'il les considère comme des êtres vivants à part entière. Pas de tracteur sur ses terres, son partenaire est un cheval franc-comtois, Goliath. Ce matin d'été, Michael et Goliath se préparent à lutter à leur manière contre le manque d'eau. Michael attelle Goliath à un rouleau métallique très lourd. Alors, on y va, marchez. Le vigneron a fait pousser de hautes herbes entre ces rangées de cèpes. Ce n'est pas par négligence, bien au contraire, c'est un procédé écologique. L'herbe conserve la rosée, une eau précieuse. Voilà, avec Goliath, on est en train de rouler l'herbe pour que ça soit plaqué au maximum au sol, qui permet de nous protéger contre le rayon du soleil, préserver aussi l'humidité au lac. On a quelques entrées maritimes et aussi quelques nuages qui se bloquent parfois sur la montagne. Et l'humidité du matin, souvent, même souvent, assez souvent, on a des rosées. Et cette rosée du matin, elle est accumulée dans ce paillage. Et ce paillage permet aussi de la diffuser dans tout le reste de la journée et pas la perdre dès le premier rayon de soleil de la journée ou le premier aussi coup de vent de la journée. Ça, c'est un petit plus. On continue, Goliath? Depuis qu'il y a des vignes, les viticulteurs ont dû affronter les modifications du climat. Ils se sont toujours adaptés. Mais les techniques ancestrales ne suffisent plus. Les scientifiques sont mobilisés pour défendre les vignes. Car pour la France, le vin représente 15% de ses exportations. Des milliers d'emplois en dépendent. Emplois agricoles, mais aussi emplois dans le tourisme et la gastronomie. À Montpellier, dans le sud de la France, les scientifiques de Supagro imaginent de nouvelles solutions.
La vigne, c'est une plante qui est très sensible au climat. Et donc les producteurs ont dû jouer sur cette sensibilité pour choisir l'endroit où on plantait la vigne, pour choisir la technique, la manière dont on allait la conduire, et pour choisir le cépage, la variété qu'on allait planter. Ce qui change avec ce qu'on appelle maintenant le changement climatique, c'est le rythme, l'intensité du changement qui n'est quelque chose que n'ont jamais connu les viticulteurs depuis plusieurs millénaires. Pour lutter contre le fléau de la sécheresse, les chercheurs de Montpellier s'attaquent à un tabou. L'irrigation, très peu développée en France, qui est beaucoup pratiquée par exemple en Argentine, dans des endroits où la vigne se cultive quasiment dans situation d'oasis, au pied des Andes, en utilisant l'eau des Andes. Là, on ne l'utilise pas en France, on commence à l'utiliser en Languedoc justement, face à ce problème de déficit hydrique. Et on va faire des apports en eau au moment où la vigne vraiment en a besoin, pour éviter une baisse trop forte de rendement, puis surtout une dégradation dans l'élaboration de composés du raisin qui vont être importantes pour la qualité. Et dans toutes ces approches de l'irrigation, on va jusqu'à s'intéresser à la ressource en eau. D'où peut provenir cette eau? Il y a des conflits importants parfois dans certaines régions sur l'usage de l'eau. On prend en compte cette question et on étudie en Languedoc la possibilité d'utiliser les eaux qui viennent des stations d'épuration. En fait, avec un traitement supplémentaire, on arrive à avoir de l'eau qui est tout à fait intéressante pour irriguer la vigne. Dans de nombreuses régions françaises, il est interdit d'arroser les vignes. Si on ne peut pas arroser la vigne, il faut faire en sorte qu'elle ait moins besoin d'eau. À Bordeaux, l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, travaille sur des solutions alternatives à l'irrigation. Les chercheurs estiment que la pénurie d'eau risque de s'accroître dans les années à venir. L'irrigation, ce n'est pas du tout une technique qui est durable. Les ressources en eau ont toutes les chances d'être réduites à moyen et long terme. Et la vigne, qui n'est pas une culture à vocation alimentaire, ne sera peut-être pas prioritaire. Donc il y a d'autres moyens certainement qui sont possibles par les pratiques culturales, en essayant de réduire ou de modifier un petit peu l'évaporation de l'eau par le sol ou la surface du couvert. Donc ça, c'est d'autres techniques. Et puis, il y a ce qui peut passer par le biais du matériel végétal, soit des cépages, soit des porte-greffes, puisque la vigne est une plante greffée, et qui peut être efficace sur le long terme. Le porte-greffe, c'est le pied. Ses racines puisent l'eau et les sels minéraux dans le sol. Depuis l'arrivée du phylloxéra au milieu du 19e siècle, il a été sélectionné par les chercheurs dans différentes parties du monde pour résister aux maladies ou à la sécheresse. Sur ce pied, on implante un greffon d'une autre espèce de vigne. C'est ce greffon qui donne le cépage. C'est lui qui porte les feuilles et surtout le raisin qui va produire le vin. Le porte-greffe, c'est donc le système racinaire de la vigne. C'est la partie qui va aller puiser l'eau dans le sol. C'est lui qui assure l'interface entre la ressource en eau, là où est stockée l'eau, on va dire, et puis la partie aérienne, le cépage. C'est un compartiment clé pour la gestion de l'eau. Nathalie Ola compare différents systèmes de racines. Elle cherche ceux qui résisteront le mieux à la pénurie d'eau. Mais nous avons fait une étude sur une grande échelle. On a implanté 55 porte-greffes différents. Des porte-greffes qui avaient été créés et sélectionnés en France, mais des porte-greffes qui proviennent de l'étranger, notamment de régions beaucoup plus sèches. On voit apparaître deux stratégies. Une stratégie où on va essayer de coloniser au maximum de volume de sol et on va aller le plus profondément possible pour rechercher l'eau. Donc des porte-greffes avec des systèmes racinaires puissants, une morphologie plongeante, si c'est possible, parce que souvent le sol joue un grand rôle dans la distribution des racines. Donc ça, c'est déjà un élément important. Et puis, il semble qu'il y a des porte-greffes qui économisent l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont en pomper une certaine quantité, mais ils vont la redistribuer par différents systèmes, de manière parcimonieuse à la plante, et ils permettent une meilleure gestion de l'eau sur le long terme.
Et donc ça, c'est aussi une voie d'adaptation qui est très intéressante parce que ça permet de maintenir le système de manière efficace pendant toute la période de maturation. Les recherches sur la vigne prennent du temps. Les résultats tardent à apparaître, car la vigne pousse lentement. Mais quand elle est là, c'est pour longtemps. La vigne, donc c'est une plante pérenne qu'on plante pour 30, 40, 50, 60 ans, voire plus, hein, et qui est bien marquée par différents stades phénologiques, des stades de développement, le débourrement, donc par exemple en mars, fin février, début mars, c'est-à-dire le moment où les bourgeons commencent à se développer, à grossir, à s'ouvrir. Ensuite, on a la floraison, qui vont ensuite donner les fruits. La véraison, qui est le moment où les baies ont terminé en gros leur croissance et où, pour les cépages rouges, où les baies vont prendre de la couleur. Et puis évidemment, il y a la période de maturité, au cours de laquelle on a une augmentation du taux de sucre, ce qu'on va chercher pour avoir l'alcool, une baisse de l'acidité. Et puis c'est la période aussi où toute une série de molécules qui vont être des précurseurs d'arômes vont se développer et sont intéressantes pour faire des vins de qualité. Le temps, le sol et la température sont 3 éléments à maîtriser pour faire un bon vin. Dans la vallée de la Loire, un vigneron de génie a maîtrisé la température. C'était au XIXe siècle, près de Saumur. Son invention s'appelle le clos d'entre les murs. Dans ce clos, les pieds sont plantés au frais du côté nord du mur. Le cep le traverse. Les feuilles et les raisins sont exposés au sud, en pleine chaleur. C'est un exemple typique de microclimat, là généré par l'homme. Vous gagnez à peu près 2 degrés sur l'année. Au niveau de la phénologie de la vigne, chaque stade, entre par exemple cet exemple-là de cette parcelle et ce clos qui est à quelques kilomètres à côté, vous avez à peu près 2 semaines de différence sur la phénologie de la vigne et donc naturellement sur les caractéristiques des raisins. Et c'est typiquement des aménagements qui vont modifier le climat, notamment la température, très localement. Et avec ce type de modification, le viticulteur s'en sert pour cultiver sa vigne. Connaître à l'avance la température est une information importante pour les vignerons. Hervé Quenol a mis au point des capteurs de données climatiques locales. À l'échelle d'ici, donc de Saumur-Champigny, on a à peu près 25 capteurs répartis sur l'ensemble de l'appellation. Là, par exemple, on sait qu'on veut les donner la température minimale, maximale et instantanée toutes les heures. Et en même temps, on a un système, une antenne radio, qui va transmettre sur une antenne relais. L'antenne relais est installée sur un point haut. Et cette antenne relais va récupérer toutes les données des différents capteurs et ensuite les envoyer via Internet sur notre plateforme web. En gros, ça nous permet d'avoir une idée de ces différences climatiques, notamment au niveau de la température. Et dans le contexte du changement climatique, c'est extrêmement important pour s'adapter. Si on sait qu'à tel endroit il fait plus chaud qu'à un autre, le vigneron il sait déjà de quelle manière il va travailler sa vigne. Donc l'idée ensuite, c'est d'intégrer les scénarios de changement climatique à horizon 2050 à 2100 et de proposer donc des méthodes d'adaptation spécifiques au vignoble dans lequel on travaille. Dans la vallée de la Loire, les capteurs révèlent une hausse certaine de la température moyenne. Ces nouvelles technologies aident les viticulteurs à lutter contre les effets du réchauffement. Et dans le Nord, c'est le Champagne. La Champagne, c'était jusqu'à présent une région considérée par les météorologues comme une région fraîche et humide. Mais là aussi, tout change. À Chouilly, près d'Épernay, on trouve une grande région de production de champagne. C'est là que poussent les vignes de Rémi Legras. Rémi est un viticulteur conventionnel. Actuellement, je sème des engrais verts. J'ai un mélange d'avoine rude, de vesse, de radis fourragé et puis de moutarde d'Abyssinie. L'évolution du climat en Champagne, elle est nette. On a gagné à peu près sur 20 ans 1 degré, une quinzaine de jours de précocité à la vendange. Notre situation très au nord de la France fait que le réchauffement climatique, ça a été une bénédiction parce qu'on
Aujourd'hui, la qualité des vins de Champagne est bien supérieure à ce qu'elle était il y a 30 ans. Les degrés sont au moins un degré au-dessus. Pour l'instant, dans la limite du réchauffement actuel, ça a été très positif. Bonne nouvelle, pour le moment, le champagne n'a pas perdu ses bulles, bien au contraire. Pourtant, même les régions du Nord au climat pluvieux ne sont pas à l'abri des pénuries d'eau. L'Alsace. Les cigognes nichent en haut des clochers et le Riesling remplit les verres. En Alsace, les vignes s'étalent au pied des Vosges et sur les coteaux. Le paysage est riant et le climat pluvieux. Pourtant, les agronomes s'inquiètent. Avec l'élévation de la température, la consommation d'eau par les plantes va augmenter. À l'INRA de Colmar, on s'en préoccupe. Pour la pluviométrie, en fait, c'est très simple, il n'y a pas d'évolution. Je parle pour l'Alsace, on n'a pas d'évolution notable des quantités de pluie. Par contre, comme il y a augmentation des températures, il y a augmentation de la demande en eau des plantes. On va appeler ça scientifiquement l'évapotranspiration, parce que c'est la quantité d'eau que va transpirer la feuille. Et donc cette quantité d'eau, elle va dépendre de la lumière qui arrive sur la feuille, elle va dépendre de la température de la feuille, et évidemment, en termes quantitatifs, elle va dépendre de la surface de la feuille. Donc plus il fait chaud, plus il y a de rayonnement, et plus on a de surface foliaire, plus la demande en eau des plantes va être forte. L'évapotranspiration, c'est l'évaporation de l'eau par la plante. La plante absorbe l'eau et les sels minéraux du sol par ses racines. Cette eau monte par capillarité à travers des canaux jusqu'aux feuilles. Elle s'évapore par de petites alvéoles appelées stomates. Cette évapotranspiration permet à l'eau et aux sels minéraux de monter sans discontinuer. Avec l'élévation de la température, le cep devra consommer plus d'eau. Par conséquent, la demande globale en eau va augmenter. Ce qui se passe en cas de stress hydrique, c'est-à-dire si les racines n'arrivent pas à satisfaire les besoins en eau, c'est que ces petits stomates vont se fermer et donc réduire les échanges gazeux avec l'atmosphère. On perdra moins d'eau, la plante perdra moins d'eau, mais aussi assimilera moins de CO2, donc verra une diminution de sa capacité de photosynthèse. Quand la photosynthèse s'arrête, la plante cesse de se développer. Elle ne produit plus de raisin et donc plus de vin. Il peut arriver que hausse de température et augmentation d'humidité se combinent dans un cocktail détonnant qui fait exploser les maladies de la vigne. Les plus connues sont provoquées par des champignons, le mildiou et l'oïdium. Ces maladies sont arrivées d'Amérique au XIXe siècle. Elles attaquent les feuilles, les fleurs et les raisins qu'elles font dépérir. L'oïdium se développe par temps chaud et humide. Il a l'aspect d'une poudre blanche. Il fait durcir, noircir et éclater les grains de raisin. Impossible d'en faire du vin. La Bourgogne du Sud est une région tempérée. Ici, l'on sait depuis toujours que les meilleurs crus sont produits les années chaudes et sèches. Mais désormais, les années chaudes sont souvent pluvieuses. À Creusille, en Saône-et-Loire, un vigneron se bat pour préserver un héritage séculaire. C'est Julien Guillot. En fait, là, on est le côté nord. Oui, on a 7 hectares là, d'un seul tenant sur le clos des Vignes du Maine. Voilà, un clos qui a été cadastré en 910 par les moines de Cluny. Ça fait 1100 ans qu'on fait du vin ici. Donc j'imagine que ce n'est pas les premiers millésimes difficiles, mais j'espère qu'on en fera encore un peu quand même. Le printemps a été particulièrement pluvieux. Les maladies ont explosé. Julien lutte pour sauver ses raisins. Grappe après grappe, feuille après feuille. Pour ce jeune vigneron, c'est un supplément de travail considérable. Mais la qualité de son vin en dépend. On est au stade juste avant la véraison. Donc on est à quelques semaines où le raisin va devenir rouge. Et on vient de constater là qu'on avait une sortie d'oïdium
importante. Et donc il faut absolument qu'on expose les raisins à la lumière. Des champignons, mais c'est fou. Il y en a plus que ce que je pensais, quoi. Donc là, les feuillages, il est hyper important. Les UV ont un impact sur l'oïdium. Et donc si l'humidité reste longtemps sur les grappes, le champignon se développe. Là, la lumière du matin, l'orientation elle est à l'est, comme ça, la lumière du matin peut tomber dessus. Mais si les raisins sont séchés tout de suite, on a beaucoup moins de chances d'avoir ou de malchance d'avoir des champignons. Donc là, évidemment, la vigne a poussé. Mais il faut absolument mettre les raisins au soleil maintenant, parce qu'avec une attaque comme ça, si on ne fait rien, on récolte rien du tout. C'est une année difficile parce qu'on a eu les 2 tiers de la pluviométrie au printemps, 2 tiers de la pluviométrie annuelle au printemps, donc ça fait un excès d'eau. On a eu 500 mm avant la fleur, du coup il y avait de l'eau de partout, quoi, hein. Donc excès de matière organique, excès de champignons. On ne sait jamais sur quel pied danser. L'année dernière, on avait encore des bandes enherbées au milieu des rangs. Après la sécheresse, on s'est dit bon, on va redonner à manger au sol et à la vigne, donc on va défaire ces bandes enherbées. Et du coup, cette année, c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire, puisqu'on a eu un excès de pluviométrie. Les bandes enherbées sont là pour faire tampon sur les excès d'eau, nous permettre de passer quand même malgré la pluviométrie. C'est la roulette russe, quoi. Sur les maladies, c'est extrêmement important d'intégrer les précipitations, parce que ce soit le mildiou ou l'oïdium, on sait que ces maladies se développent le plus lorsque la température est plus élevée et qu'on a de l'humidité. Mon laboratoire est à Rennes, on me pose souvent la question demain de la vigne en Bretagne, et je suis incapable de répondre. Je dis ok, pour la température, ça va être plus favorable, mais les précipitations, on ne sait pas ce qui se passe. Et s'il y a plus d'eau, ou si on reste même au niveau de précipitation actuel, on aura de toute façon des problèmes de maladie. Voici la carte des températures actuelles en France. Les maladies dues aux champignons sont présentes dans toutes les régions viticoles, à des degrés divers, de l'Alsace à l'Aquitaine, en passant par la Champagne et la Bourgogne. Mais à l'horizon 2050, dans le sud de la France, la multiplication des sécheresses à cause de la température devrait réduire la pression des maladies. En revanche, dans les régions humides du Nord, le réchauffement deviendrait de plus en plus favorable à l'expansion des maladies. C'est vrai que on s'attend à plutôt une augmentation de la pression oïdium dans le futur. Il faut savoir qu'on constate quand même aussi la propagation, la remontée vers le nord de certains ravageurs. Je pense en particulier à la cicadelle qui est vectrice de la maladie de la flavescence dorée. Il y a une expansion en France vers le nord qui est sans doute liée au changement climatique. Donc plus généralement, on s'attend à une modification des populations de ravageurs dans les vignobles. Parmi ces ravageurs, il y a des insectes. La mouche Suzuki, venue d'Asie du Sud-Est, pond ses œufs dans les grains de raisin. Ses larves les dévorent ensuite. La mouche Suzuki profite de la hausse de la température pour s'étendre vers le nord, qu'il fasse sec ou humide. Pour lutter contre l'oïdium et le mildiou, il n'y a pour le moment que les traitements chimiques. Mais les traitements utilisent à haute dose les fongicides, néfastes pour la santé humaine. Pour les chercheurs, l'enjeu est double. Il leur faut trouver le moyen qui permette à la fois de contrer les maladies de la vigne et de préserver la santé humaine. Le Conservatoire botanique de Colmar stocke des dizaines de milliers de variétés de vignes sous forme de plants. L'objectif du conservatoire est de préserver la diversité génétique. Cette immense collection, en provenance de tous les continents, est un réservoir de la biodiversité mondiale. Parmi ces plants de vigne, certains possèdent peut-être les gènes de résistance à l'oïdium et au mildiou. En effet, certaines plantes ont dans leurs gènes la capacité de résister par elles-mêmes aux maladies. C'est à partir des variétés conservées ici que les chercheurs espèrent développer des vignes résistantes. Donc comment ça se passe? On prend une variété qui possède des gènes de résistance aux maladies et on va la croiser avec une variété cultivée européenne, genre Cabernet Sauvignon, Riesling, par exemple.
Donc il n'est pas du tout question d'OGM dans le processus. Ce sont des croisements complètement naturels, forcés par l'homme, parce qu'il y a quelqu'un à un certain moment qui va enlever des étamines sur une fleur, amener du pollen. Mais à partir de là, le processus est entièrement naturel et on va récupérer, à la fin de la saison, tous les pépins dans les grappes. Ces pépins, on va les mettre à germer dans cette serre. Donc ici, au printemps, il y avait 2 à 3 000 pépins, de petites plantules. Et on a extrait l'ADN de tous ces génotypes. Et on a des outils moléculaires qui nous permettent de caractériser l'ADN de toutes ces plantules et de dire cette plantule possède des gènes de résistance, cette plantule n'en possède pas. Et donc ce qui reste ici maintenant, ce sont en principe que des plantes qui possèdent des gènes de résistance. Le processus est entièrement naturel. Ce qui est moderne, c'est simplement la façon dont on sélectionne les plantes qui portent les gènes de résistance. Et ça marche! Certains plants de vigne sélectionnés de cette façon nouvelle se révèlent déjà résistants aux maladies. Des plants obtenus par Éric Duchesne ont été plantés à l'INRA de Pêche-Rouge, dans le sud de la France. Comme ils poussent sur une parcelle expérimentale, ils portent déjà de superbes raisins tout à fait sains. Mais dans une vigne normale, ces variétés résistantes aux maladies ne produiront pas de raisins avant une vingtaine d'années. Et pendant ces 20 ans, la santé humaine restera exposée aux fongicides. En Bourgogne, pour Julien Guillot, la lutte contre les méfaits du réchauffement climatique commence bien avant l'aube. Un printemps trop pluvieux lui avait valu de violentes attaques de mildiou et d'oïdium. Mais ce matin du 2 août, c'est contre la sécheresse qu'il se prépare à protéger ses vignes. Je vais le mettre en route. Là, on va essayer d'optimiser la capacité de nos feuillages, des jeunes feuilles là, qu'on repris après toute cette période compliquée de maladie et de sécheresse, pour optimiser ces jeunes feuilles. Julien a préparé un traitement biodynamique. Le produit qu'il va pulvériser sur ses vignes est complètement naturel. C'est un mélange de silice, de corne et de valériane, sans produits chimiques. Donc là, c'est important qu'on le fasse avant que le soleil arrive. Le but du traitement est d'aider la plante à se régénérer après la sécheresse. Sa composition est inoffensive pour les plantes comme pour le vigneron. Ça va faire des vins costauds. Ah, ils sont vraiment secs. Ici, on est dans une zone où, en général, il n'y a pas de sécheresse, ça n'existe pas. Enfin, il y en a eu dans le siècle précédent, il y en a eu 2 ou 3, quoi. Mais pas à ce niveau-là. Là, en 5 ans, on en a eu 3. On a ces grains-là, ils vont sécher. Donc ça, c'est la sécheresse, parce qu'on est au sud. Et donc ça, ça a été cuit par le soleil. Il n'y a plus assez de feuilles pour la protéger, quoi. Puis du coup, le pied il se met au ralenti. C'est-à-dire que la plante, elle va réabsorber sa sève. Et du coup, il ne monte plus là, le bout de la grappe. Là. Donc ça va être rosé, mais je pense que pendant les vendanges, ça restera comme ça. Donc pendant les vendanges, on va devoir trier. Le climat a déjà évolué plus vite que ne le prévoyaient les modèles. En fait, quand on regarde les évolutions prévues, même avec des scénarios climatiques assez pessimistes, on se rend compte que l'évolution prévue, elle est finalement moins rapide que ce qu'on a déjà pu observer depuis les années 70. Les modèles, finalement, sous-estiment les impacts du changement climatique. On a déjà observé en Alsace des véraisons avant la fin juillet, ce qui, normalement, est d'après les projections prévues seulement en 2020-2030, alors qu'on a déjà observé ces phénomènes-là.
Alors peut-être que ce que les modèles intègrent mal, ce sont les événements extrêmes. Les phénomènes extrêmes se multiplient. L'un des plus fréquents et des plus redoutés, c'est la grêle. Lorsqu'elle s'est abattue sur un vignoble, il n'en reste plus rien. Les feuilles sont hachées, les raisins ont explosé. La grêle anéantit en quelques instants toute une récolte. Le travail d'une année entière est détruit. Un élément important du climat et de l'évolution du climat à l'avenir, ça va être l'évolution des événements extrêmes. Et ces événements extrêmes, ils peuvent se traduire par des inondations, par des vagues de chaleur, des canicules, des événements comme des grêles qui peuvent arriver très rapidement. Si on regarde dans les 15 dernières années, on a vécu une canicule en 2003, on a revécu une canicule en 2006, on a en 2015, premier appel avec un événement de canicule au centre de la France, on a eu des périodes d'inondation, on a eu des hivers très chauds, on a eu des périodes très pluvieuses. C'est quelque chose qu'on peut s'attendre qui peut arriver de manière très fréquente à l'avenir. Les modèles de prévision les plus pessimistes annoncent une récurrence accrue de ces phénomènes. Les viticulteurs sont désarmés face à la violence des éléments. La sécheresse tourne à la catastrophe lorsqu'elle est associée à la canicule. L'été 2003 reste un cas exemplaire. Souvent, nous, en climatologie, on prend cet exemple de 2003 comme référence, comme type d'année qui pourrait se répéter dans le futur. 2003, c'est une année exceptionnelle, dans les deux sens. Dans le sens de la canicule que l'on a vécue, mais d'un point de vue scientifique, c'était comme si on avait un laboratoire à ciel ouvert pour observer quelles pouvaient être les situations que l'on pouvait rencontrer d'ici 40-50 ans. On avait des températures moyennes dans certains vignobles qui s'étaient attendues beaucoup plus tard qu'en 2010, qu'en 2015. Donc ça nous a permis de voir quels étaient les risques que l'on pouvait avoir quand on avait des températures très chaudes pendant très longtemps sur le fonctionnement de la plante et sur le fonctionnement du raisin. 2003 préfigure la manière dont le réchauffement va modifier le goût du vin. Alors c'est vrai que 2003, c'était une année assez peut-être typique de ce que sera une récolte en 2060 ou 2070 en Alsace. Donc effectivement avec peu d'acidité, des degrés alcooliques assez élevés et des arômes inhabituels. Le goût du vin, on ne le connaît qu'à la fin d'un long processus. Après avoir soigné les vignes pendant des mois, le temps vient de récolter le raisin. Dans le sud de la France, il est mûr à point avec quelques semaines d'avance sur le nord. Le 8 septembre, les vendanges commencent pour Michael et son ami Goliath, le cheval franc-comtois. Loin d'être archaïque, sa méthode de culture biodynamique est au contraire moderne et performante. La vendange, c'est aussi un moment de convivialité partagée. On chante de vieilles chansons pour oublier la fatigue. On admire les grappes qui s'entassent dans les cageots. Goliath apprécie. Non. Bon, allez, c'est pour la route. Allez, marchez. C'est pour la route. Allez, Goliath, marchez. C'est bon maintenant? Marchez. Allez. La vigne de Michael a échappé aux maladies et à la sécheresse. Le raisin est abondant et de belle apparence. Les vendangeurs se retrouvent chaque année avec plaisir. Au fil des années, ils sont devenus des amis.
régime maintenant. Puis la moitié du pain, il l'avait dans la gueule. À l'avenir, avec le réchauffement climatique, les récoltes abondantes devraient se faire plus rares. Il y aurait moins de raisins. Ils seraient plus sucrés. Par conséquent, le goût du vin serait forcément différent, moins acide et plus alcoolisé. On a constaté quand même depuis 30 ans, on va dire, une augmentation des teneurs en sucre des raisins. Donc ça, c'est pour deux raisons. C'est d'une part parce qu'on a donc avancement des dates de péraison en été, donc capacité de photosynthèse qui augmente simplement parce qu'on a plus de rayonnement qui arrive sur les raisins, avec un petit plus qui est apporté par l'augmentation des teneurs en CO2 de l'air. Parce que le changement climatique, c'est avant tout dû à une augmentation des teneurs en gaz carbonique de l'air. Et ça, on sait que plus il y a de gaz carbonique dans l'air, plus meilleure est la photosynthèse. La vigne fabrique l'énergie dont elle a besoin en utilisant la lumière du soleil et le gaz carbonique. Cette énergie est créée sous la forme de molécules de sucre. Une réaction qui s'appelle la photosynthèse. Ces sucres s'accumulent dans les feuilles et surtout dans le raisin. À l'avenir, cette réaction sera favorisée par le réchauffement climatique. Cela entraînera donc une hausse de la quantité de sucre dans le raisin. Les sucres vont ensuite être transformés en alcool par des levures. Les levures sont déjà naturellement présentes sur le raisin, mais les viticulteurs peuvent décider d'en ajouter lors de la vinification. Plus il y a de sucre dans le raisin et plus il y a d'alcool dans le vin. Mais l'augmentation de l'alcool changera le goût. C'est ainsi que les vins du Nord atteindraient les mêmes teneurs en alcool que les vins du Sud. D'autres molécules sont présentes dans le raisin, comme les acides. Il en existe surtout deux. L'acide malique, c'est l'acide de la pomme, et l'acide tartrique, c'est l'acide de la prune. Il y a des acides organiques dans la vigne, dans les baies de raisin. Il y a surtout deux acides qui sont l'acide malique et l'acide tartrique. Donc autant l'acide tartrique est insensible aux températures, autant on sait que la quantité d'acide malique dans les raisins diminue d'autant plus rapidement qu'il fait chaud. Donc on s'attend dans le futur à une baisse de l'acidité des raisins. Le problème, c'est qu'un vin moins acide serait perçu comme plus lourd, plus épais par le consommateur. Pas sûr qu'il apprécie. À l'INRA de Pêche-Rouge, dans le sud de la France, les chercheurs ont récolté les raisins de leur vigne expérimentale. Ils réalisent de multiples micro-vinifications. Ils analysent et décortiquent les raisins afin d'en comprendre toutes les variations, après avoir simulé les conditions du changement climatique. Leur objectif ? Proposer des solutions pour atténuer les modifications du goût du vin. On fait face à des raisins qui ont, on va dire, subi des effets du changement climatique. Il y a trop de sucre, ils ont un peu perdu en acidité. Bon, ils sont récoltés à des fortes températures, fin août ou même mi-août. Et donc là, on va être dans une logique corrective. On va essayer de corriger par les pratiques énologiques ces effets négatifs. Alors ça va être en mieux gérant les températures dès la réception des raisins. On teste des méthodes dans lesquelles on utilise du gaz carbonique, par exemple à très faible température, qui est insufflé, qui permet d'abaisser très rapidement la température de la vendange. Et puis, d'un point de vue technologique, il y a deux opérations sur lesquelles on a travaillé, où il y a des brevets qui sont déposés, il y a déjà des innovations qui existent, qui sont utilisées par les viticulteurs. C'est d'une part la désalcoolisation. On filtre en quelque sorte le vin en enlevant au final uniquement l'alcool. Donc on peut enlever 1, 2, 3 degrés d'alcool facilement. Et puis l'autre technique, c'est une technique d'acidification, où là au contraire, c'est plus par électrolyse. On va enlever des ions positifs, des cations, pour au final avoir un vin qui va être plus acide. C'est quelque chose qui est important, par exemple, sur les vins blancs. Pour les vins blancs, la fraîcheur d'un vin blanc est importante, et la fraîcheur, c'est en partie lié à son acidité. Pour le vin rouge, comme pour le vin blanc, le goût va se modifier. Retour dans les Pyrénées.
Après avoir laissé reposer son vin de longs mois, Michael prépare l'étiquetage de ses bouteilles. C'est la dernière étape avant la consommation de sa récolte. Ce qui compte pour lui, c'est de partager son vin. Car au final, ce sont les consommateurs qui décideront du sort du vin d'aujourd'hui ou de demain. On est toujours se dit en espérant qu'il va bien voyager, les gens vont l'apprécier. Ça, c'est toujours cette pensée est toujours là. Pour savoir comment les consommateurs vont apprécier les vins du futur, les chercheurs de l'INRA ont fait tester les vins produits par leurs vignes expérimentales. Comment les consommateurs vont réagir face à les vins du changement climatique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, sur les vins de Bordeaux, les consommateurs en première dégustation étaient plutôt séduits par les vins du changement climatique, parce qu'ils sont un peu plus expressifs, même s'ils sont un peu plus chargés en alcool et moins acides. Et ça nous a surpris. Par contre, il y a très rapidement un effet de lassitude qui se met en place, et donc les consommateurs se lassent vite des vins du changement climatique. Et donc veulent revenir finalement au profil des vins tels qu'ils sont actuellement. Les consommateurs n'ont pas envie de perdre leurs repères, de sentir disparaître les arômes qu'ils apprécient. Pour Jean-Marc Touzard et ses collègues, l'enjeu, c'est donc de stabiliser les arômes des vins. Les arômes des vins sont des molécules. Elles s'associent pour donner ces caractéristiques au vin. Il en existe des dizaines, voire des centaines. Là où on a des inconnus, c'est au niveau des arômes. On a commencé des expérimentations en essayant de voir l'effet de température élevée sur les compositions en terpénol, par exemple, dans notre cas. Et donc, ce qu'on peut montrer, c'est qu'on a évolution des profils aromatiques. Ce n'est pas forcément qu'on a moins d'arômes, mais on va avoir changement des profils aromatiques des vins. Il y a des molécules assez caractéristiques du Riesling qui font des arômes floraux. Et par exemple, le linalol fait des arômes de muguet, alors que le géraniol va plutôt faire des arômes de rose. Là, ce qu'on a vu dans nos expérimentations, c'est qu'avec des températures plus élevées, on a plutôt tendance à avoir plus de géraniol et moins de linalol. Donc, on a un basculement un petit peu du profil du Riesling. Les arômes sont donc des molécules au nom barbare qui se trouvent dans le vin. Par exemple, le géraniol, qui donne des arômes de rose, le furanéol, qui donne des arômes de fraise, et le limonène, des arômes de citron. Aujourd'hui, ils sont présents en certaines quantités. Mais à mesure que la température augmente, les proportions varient, ce qui va donner un goût différent, comme un vin au goût de rose. Il y a une autre molécule qui s'appelle le TDN et qui qui confère son caractère minéral au Riesling. Et ça, il y a beaucoup d'études dans le monde, en particulier en Afrique du Sud, qui montrent que plus il fait chaud, plus on a des concentrations élevées en TDN. Et le TDN en soi, c'est pas forcément, ça participe de la typicité du Riesling, mais à forte concentration, ça amène des odeurs de kérosène qui sont très particulières quand même. Donc, dans certains contextes, ça va bien. Un Riesling un peu pétrolé, ça peut très bien aller. Si c'est une généralité que tous les Rieslings sont pétrolés dans 50 ans, ça sera sans doute un problème. Dans ces conditions, conserver les caractéristiques d'un vin risque de se transformer en casse-tête pour les vignerons. Et certaines normes mises en place pour protéger les vins de terroir pourraient nuire à leur adaptation. En France, la production de vin, elle s'organise autour des indications géographiques, essentiellement des AOP, appellations d'origine protégée, ou AOC autrefois. Donc ça va codifier un certain nombre de pratiques, le cépage, des densités, des rendements, et puis aussi une localisation. Donc en France, le vin est complètement cadré par ces systèmes d'appellation qui contrôlent à la fois les pratiques et la localisation. Or, ce sont précisément les deux leviers de l'adaptation. On va dire que les contraintes et la relative inertie des règles des AOP, posent des difficultés. Le changement climatique impose un rythme plus important de modification du contexte, donc un rythme plus important de l'innovation dans les appellations d'origine contrôlée. Heureusement, les Français ne sont jamais à court d'imagination ni d'initiative quand il s'agit de protéger le goût de leur vin. Quand on considère ces réchauffements des températures, plusieurs possibilités s'ouvrent à nous quand on veut maintenir une culture comme celle de la vigne. Et la première, ça peut être d'échanger un travail au niveau de la parcelle. On peut essayer de changer les structures
la façon de cultiver la plante pour que la plante elle se sente mieux et qu'elle soit moins soumise à ces augmentations de température que l'on attend à l'avenir. C'est pour ça qu'on taille les vignes du sud en hauteur, à distance du sol chaud, et les vignes du nord plus près du sol. Ça peut être aussi une relocalisation au niveau spatial. Des parcelles qui étaient exposées au nord, qui n'étaient pas forcément un gage de qualité dans certains cas, maintenant elles peuvent être avantagées parce qu'elles vont être moins soumises à l'augmentation de la température. On peut aussi chercher la fraîcheur en altitude, c'est-à-dire essayer de chercher des endroits où on pourrait planter la vigne en altitude dans les zones de production actuelles. Mais pour cela, il faut avoir des surfaces disponibles. Les viticulteurs n'ont jamais attendu les conseils des scientifiques pour s'adapter. Des surfaces disponibles, il n'y en a pas partout. Mais d'anciennes terres agricoles pourraient retrouver une seconde vie grâce au réchauffement climatique. Michael a saisi cette chance. Voilà, je viens d'acheter ces terres sur Céré, où on est situé à 300 mètres d'altitude. L'altitude va nous permettre d'avoir déjà de la fraîcheur, tout en ayant aussi profité de l'ensoleillement. Là où la vigne va être mieux profiter du changement climatique, on va anticiper tous ces dérèglements. Et c'est mon enjeu aujourd'hui que je vais faire. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie. Mais je pense qu'il n'y a que ça qui va nous relever pour le futur. Au niveau européen, il est certain qu'à l'avenir, des zones agricoles et des zones de production pourraient apparaître dans les régions les plus septentrionales, que ce soit de l'Hexagone, mais aussi dans d'autres pays européens. Alors il y a cette question justement d'évolution, un déplacement vers le nord, des limites théoriques de la vigne pour l'hémisphère nord et vers le sud pour l'hémisphère sud. De toute façon, ça se passe déjà. Hein. On voit très bien qu'on plante pas mal de vignes dans le nord de l'Europe. Dans l'hémisphère sud, on peut prendre l'exemple de la Patagonie ou la Tasmanie. Planter de la vigne en Patagonie au niveau du 40e parallèle, c'est quand même... C'est osé, mais voilà, optique de 30, 40, 50 ans, ça peut être extrêmement intéressant. Pas besoin d'aller jusqu'en Patagonie. Dans le nord de l'Europe, grâce à l'évolution du climat, l'avenir de la viticulture s'annonce radieux. Nous sommes dans le sud de l'Angleterre, dans le Sussex. Les vignes s'y multiplient. Dans les pays nordiques, comme en Angleterre, les choses ont complètement changé en 10 ans, il faut dire. On produit des vins qui se comparent bien au champagne, avec le champagne, mais aussi qui gagnent des prix mondialement dans des compétitions et qui sont mondialement renommées. Cette région s'avère tellement bénéfique pour le vin que l'on y rencontre même un champenois émigré. Jonathan Médard. Il y est responsable du développement du vin. Alors cette région bénéficie d'un ensoleillement optimal et au niveau climat, c'est un climat assez doux qui est parfait pour la viticulture. Et au niveau des sols, nous avons le même lit de craie qu'on trouve en Champagne. Nous avons des saisons de maturation assez longues. Pour l'instant, nous, on vendange plutôt mi-fin octobre. On a des développements aromatiques très intéressants et on a également des niveaux d'acidité élevés. Jusqu'à présent, pour nous, ça n'est pas trop élevé, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Nous sommes très, très, très contents. Alors le développement du vignoble anglais se passe surtout dans le sud-est. On accroît en superficie à peu près de 10% par an, hein, parce que nous avons la plus importante somme de température annuelle et un climat, il n'y a pas trop de pluviométrie quand même. Ça fait qu'on a la possibilité de produire des raisins de cépages champenois qui sont très bien renommés et produire des excellents vins effervescents. C'est pas pareil que les champagnes. Hein. On fait des produits qui sont peut-être plus vifs,
plus léger, plus complexe, plus aromatique. Il est impossible de faire pousser et de faire du champagne en Angleterre. Et complètement impossible. On ne peut pas transposer tout un savoir-faire, un sol, une viticulture, un esprit d'un vignoble dans une autre région. Aux vignobles qui sont en train de se créer, de se construire leur propre culture, leur propre type de vin, leur propre type d'objectif et à venir par rapport à des conditions nouvelles. De nouvelles conditions climatiques à affronter, une vigne qui doit s'adapter, le goût du vin à maintenir, voici les défis viticoles pour le XXIe siècle. Bien sûr, le consommateur aime la nouveauté, mais il n'est pas prêt à sacrifier le goût des terroirs qu'il apprécie. En apparence, le réchauffement global favorise le développement de la vigne sur les terres froides. Mais en fait, il accentue les contraintes des vignerons du monde entier. Et phénomène nouveau, c'est l'ensemble du patrimoine gastronomique qui est menacé. Les chercheurs et les viticulteurs, qu'ils soient en biodynamie ou pas, doivent relever le défi. Empêcher le dérèglement climatique de frapper le contenu de nos verres.